Merci Madame la députée Panot. La parole est à Monsieur André Chassaigne pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député. Qu'est-ce qui se passe? Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Eau et assainissement, acte 3 ou acte 4, je ne sais plus, bas les masques. Voilà qui pourrait être le titre de ce retour du texte devant l'Assemblée, comme le présente le mensuel des maires ruraux 36 000 communes de ce mois de juin. Bas les masques. Car effectivement, les masques tombent. Comme sur tant d'autres sujets, le passage en force de votre gouvernement et de votre majorité est devenu une marque de fabrique. Peu importe la valeur des arguments, peu importe les difficultés soulevées, il faut casser les solidarités et les coopérations au plan national comme au niveau local. Peu importe les engagements d'un jour du Premier ministre ou du Président de la République devant les maires, il faut passer en force. Peu importe la très large mobilisation de tous les élus de terrain, maires ruraux, adjoints en charge de l'eau et de l'assainissement, conseillers municipaux et délégués au sein des syndicats intercommunaux, il faut passer en force. À ceux qui veulent s'opposer au mur de l'intransigeance et de l'inefficacité, vous répondez « circulez, il n'y a rien à voir ». Toujours, encore et toujours, le mur de l'intransigeance. Intransigeance, cette fois, pour s'opposer à une demande pourtant simple, pourtant légitime, laisser la liberté aux communes de décider ou non de ce transfert de compétences eau et assainissement. Je l'ai déjà dit lors de son examen en première lecture, cette liberté, mes chers collègues, ne doit pas être une liberté encadrée, transitoire, limitée. Ce doit être une liberté communale, pleinement respectée. C'est ce que le Sénat, dans son immense majorité, vient de voter avant l'échec de la commission mixte paritaire et le rétablissement de la version initiale du texte par la commission des lois, une vraie provocation maquinée de mépris pour les élus de terrain de tant de communes rurales. Permettez-moi tout de même de revenir, Madame la Ministre, un instant, sur deux arguments que vous avancez de façon rédhibitoire et qui me paraissent, je le dirais, fallacieux pour défendre ce transfert à imposer des compétences. Premier argument massue, celui de l'état de nos réseaux avec la nécessité d'investir pour les améliorer, la capacité supposée de mutualiser ces investissements par le passage à la case intercommunalité. Je vous demande très directement, Madame la Ministre et même chers collègues, en quoi les moyens dévolus pour l'eau et l'assainissement seront-ils supérieurs alors même que les moyens de nos communes comme de nos intercommunalités sont progressivement asséchés par des choix budgétaires, alors même que les intercommunalités fusionnées n'arrivent pas aujourd'hui à avoir la moindre visibilité budgétaire, alors même que vous instaurez le retour de la tutelle de l'État sur les dépenses de fonctionnement. Quelle hypocrisie que cet argument! Quelle hypocrisie quand dans le même temps, vous prélevez sans vergogne les moyens des agences de l'eau destinés justement aux acteurs de l'eau, que sont les collectivités, pour renflouer le budget de l'État et pour multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches. Second argument massu, le vôtre, le mythe de l'échelon pertinent que serait le PCI. Je vous l'ai déjà dit, cet argument est totalement démonté dans les faits sur le terrain. Il y a des situations très diverses, avec des coopérations intercommunales existantes très diverses, mais construites patiemment par l'intelligence de milliers d'élus locaux. Soudainement, une intelligence supérieure, jupitérienne peut-être, serait donc apparue pour démontrer que des réseaux non interconnectés sur des bassins versants différents seraient mieux gérés à une échelle qui ne correspond pas aux réalités du terrain. On croit rêver, Madame la Ministre. Vous le dites vous-même d'ailleurs. Les élus municipaux n'ont pas attendu pour coopérer en matière d'eau et d'assainissement en fonction des caractéristiques
du territoire et de la ressource en eau disponible pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Et c'est justement parce que vous le savez très bien que je ne comprends pas votre enfermement dans des positions de principe totalement erronées. Je prendrai un seul exemple parmi tant d'autres qui m'a été donné et écrit par mon collègue Jean-Paul Dufresne, qui a été président du Conseil général de l'Allier, qui sait ce que c'est que la réalité du terrain. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'Allier est un département exemplaire. Et dit-il, il en est fier, il a raison. 15 syndicats, la plupart sous forme de SIVOM, assurent sous maîtrise publique la distribution de l'eau et la gestion de l'assainissement avec un rapport qualité-prix excellent. Ces syndicats sont regroupés autour d'un syndicat départemental qui assure l'interconnexion entre les différentes structures. Toute cette organisation fonctionne extrêmement bien. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Sans doute, pour faciliter à terme un transfert vers le privé des biens. Ce privé qui, bien évidemment, voudra un retour financier au détriment de la qualité du service, au détriment du prix, au détriment des conditions de travail et des statuts des personnels. Et pourtant, malgré ces arguments-là, notre débat du jour risque de s'enfermer dans les non-dits, dans les faux arguments, plutôt que de répondre clairement à la demande quasi unanime des élus locaux de revenir dans ce domaine sur la sinistre loi NOTRe. Bien sûr, je vous comprends. Depuis la conférence des territoires, vous avez cherché une petite porte de sortie. En Auvergne, on appellerait ça un fenestrou. Une porte de sortie avec de jolis mots, dialogue, écoute, compromis équilibré. Vous en êtes aujourd'hui à promouvoir d'énièmes consultations des élus, d'énièmes assises de l'eau. Mais après des mois de fausses concertations, le résultat est sous nos yeux. Sur le terrain des compétences, il vous est toujours plus difficile d'éviter un passage en force qui vous est en réalité imposé par l'exécutif, chacun le sait, un exécutif décidé à déposséder de leurs compétences et les élus locaux qui les défendent. Avec ce texte, une nouvelle fois, le voile est levé sur le caractère profondément arbitraire et idéologique de la politique conduite dans tous les domaines depuis un an, car cela ne trompe plus personne. Les choix de l'exécutif sont purement idéologiques. Vous préférez répondre en même temps, très directement au lobby des industriels de l'eau et en même temps à leurs besoins de nouveaux marchés de délégation au niveau intercommunal. Alors que de nombreuses collectivités ont fait ces dernières années de très gros efforts pour se réapproprier ce bien commun qu'est l'eau, il faut bien justifier l'injustifiable sous de faux prétextes. Pour les députés communistes, c'est au contraire l'efficacité collective et l'adaptation aux réalités qui devraient guider l'action de l'État. Nous continuerons donc à nous opposer à ce transfert obligatoire, que la forte mobilisation des élus locaux a permis de repousser à minima une première fois. Je salue ici leur détermination et je sais qu'ils n'entendent pas lâcher le combat. Nous serons à leur côté, quelle que soit leur sensibilité. Je dis bien quelle que soit leur sensibilité. En espérant tout d'abord un dernier sursaut de lucidité de votre part aujourd'hui, avec les amendements de bon sens que nous défendons une nouvelle fois, comme en première lecture et comme au Sénat. Même si je crains que le dogmatisme libéral prenne le dessus aujourd'hui, nous poursuivrons dans les mois qui viennent notre bataille pour l'intérêt général en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement aux côtés des premiers de cordée municipaux. Je souhaite d'ailleurs, dans les quelques minutes qui me restent, un peu moins de 2, dans cette intervention générale, faire un premier éclairage sur un simple amendement de cohérence et de justice que nous porterons tout à l'heure. Il s'agit de l'amendement 115. Il vise, en coordination avec la possibilité de repousser au 1er janvier 2016 le transfert de compétences sur le PCI, à permettre le versement d'indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux qui seront maintenus, au-delà de leur engagement personnel pour assumer une responsabilité importante. Il paraît inconcevable qu'ils portent une responsabilité juridique sans avoir une indemnisation. J'avais déjà interrogé par une question orale le ministre de l'Intérieur à ce sujet en février dernier, avec une réponse qui n'apportait en fait aucune réponse.
En effet, la loi du 23 mars 2016, visant notamment à permettre l'application aux élus locaux de dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, avait permis de revenir sur une incohérence de l'article 42 de la loi NOTRe qui supprimait le versement d'indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux. La loi du 23 mars 2016 avait permis de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2020. En toute logique, mon amendement propose donc de repousser au 31 décembre 2025 les dispositions prévues à l'article 2 de la loi numéro 2016-341 du 23 mars 2016. Je souhaite qu'un minima, cet amendement puisse être adopté. Un tel amendement serait une reconnaissance, un acte de reconnaissance pour celles et ceux qui exercent des responsabilités au service de leurs concitoyens. Bien évidemment, cela n'entraînera pas pour autant un vote favorable du groupe GDR et des députés communistes. Ce serait cependant un signal de bon sens, mais aussi l'expression d'un respect pour les élus en responsabilité. Merci, monsieur le député.